Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qu'on retrouve absolument partout dans notre alimentation, mais sans vraiment y faire attention, les conservateurs alimentaires. Ils sont dans nos boissons, nos plats préparés, mais au fond, qu'est-ce qu'on sait vraiment à leur sujet? C'est une bonne question, non? On a tous fait cette expérience. Un paquet de jambon, des saucisses, ou même un pot de sauce qui reste parfait dans le frigo bien plus longtemps que ce qu'on pourrait imaginer. Eh bien la réponse, elle tient en un seul mot, les conservateurs. Alors, voilà le programme. On va commencer par les bases, histoire de comprendre pourquoi on en a besoin. Ensuite, on découvrira les grandes familles de conservateurs, puis on verra quand ça commence à poser problème. On identifiera les plus suspects et surtout, on terminera avec des conseils et des outils très concrets. Allez, c'est parti! On attaque donc la première partie. Pour bien piger le truc, faut revenir à l'essentiel. La nourriture, c'est vivant, c'est organique. Et donc, par nature, ça se dégrade, ça pourrit. Les conservateurs, ils sont nés de ce besoin simple, lutter contre le temps qui passe et contre les microbes. Voilà la définition officielle. En clair, un conservateur, c'est un peu le garde du corps de nos aliments. Son boulot, c'est d'empêcher les bactéries, les levures, les moisissures de s'installer et de proliférer. En gros, il fait en sorte que la nourriture reste bonne à manger plus longtemps. Et soyons honnêtes, ces gardes du corps ont des avantages bien réels. Ils nous évitent des intoxications alimentaires potentiellement graves, ils nous aident à moins gaspiller, ce qui n'est pas rien, et ils garantissent que les produits qu'on achète gardent leur goût et leur belle apparence. C'est vraiment la solution de base à un problème très concret. Mais attention, le mot conservateur, c'est un peu un terme générique. En réalité, il cache des réalités très différentes. Il n'y a pas un, mais 3 grands types de gardiens, et chacun a sa propre méthode. Ce tableau résume parfaitement ces 3 approches. On a d'abord les chimiques, comme les nitrites, qui vont carrément bloquer le développement des microbes. Ensuite les naturels, que l'on connaît depuis des siècles d'ailleurs, le sel, le sucre, le vinaigre, eux, ils rendent le milieu de vie tellement hostile que la bactérie ne peuvent pas s'y développer. Et enfin les méthodes physiques, le froid, la chaleur, qui en gros mettent les microbes en pause. Jusque-là, tout semble parfait. Mais c'est ici que l'histoire se complique un peu. La solution, surtout la solution chimique, a commencé à soulever de sérieuses questions sur ses potentiels effets à long terme pour notre santé. Et voilà le cœur du problème. Bien sûr, les doses utilisées dans les produits sont très réglementées, très contrôlées. Personne ne le nie. Mais la vraie question que la science se pose, c'est quel est l'impact d'une exposition quotidienne, répétée, même à de toutes petites doses, à certains de ces produits chimiques? Allez, entrons dans le vif du sujet. Qui sont-ils, ces conservateurs qui sont aujourd'hui dans le collimateur des scientifiques? On va en passer quelques-uns en revue, les plus connus. Les premiers de la liste et sans doute les plus célèbres, ce sont les nitrites et les nitrates. Notez bien leur petit nom de code E249 à E252. On les trouve surtout et massivement dans la charcuterie. Alors les nitrites, c'est un cas d'école. Pourquoi on les utilise? Eh bien, ils donnent au jambon sa belle couleur rose et son goût si particulier. Mais surtout, ils empêchent le développement d'une bactérie hyper dangereuse, celle qui cause le botulisme. Donc, c'est utile. Le problème, c'est que dans notre estomac, ces nitrites peuvent se transformer en composés appelés nitrosamines. Et ces nitrosamines, elles, sont officiellement classées comme cancérigènes. Du coup, le conseil est assez direct, il faut modérer sa consommation de charcuterie. On continue notre petite liste avec les suivants, le BHA et le BHT. Leur code E320 et E321. Et là, on change complètement de rayon au supermarché. On n'est plus dans la charcuterie. Leur mission à eux, c'est d'être des antioxydants. En gros, ils empêchent les graisses de devenir rances dans les gâteaux, les céréales du petit déjeuner, les chips, ce qui prolonge énormément leur durée de vie. Le souci, des études menées sur des animaux ont montré qu'ils pourraient être cancérigènes. Même si les preuves chez l'humain manquent encore, le principe de précaution pousse à la méfiance. Et là encore, la clé, c'est de limiter les aliments ultra-transformés. Allez, un dernier suspect pour la route, le benzoate de sodium, aussi connu sous le nom de E211. Lui, c'est le roi des boissons sucrées et de pas mal de sauces industrielles. Son cas est assez intéressant. Le benzoate de sodium en lui-même n'est pas le principal problème. C'est son mariage avec un autre ingrédient très courant, la vitamine C ou acide ascorbique, qui est problématique. Cette réaction chimique peut créer du benzène. Et le benzène est une substance classée comme probablement cancérigène pour l'homme. Bon, après cette liste qui peut faire un peu peur, passons à la partie la plus importante. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? Heureusement, il y a des stratégies assez simples et des outils pour reprendre le contrôle de ce qu'on met dans son assiette. Voici 6 habitudes à prendre, 6 réflexes clés. Le premier, le plus évident et le plus efficace, privilégier les aliments frais, bruts, non transformés. 2. Limiter au maximum les produits ultra transformés car c'est là que se cachent la plupart des additifs. 3. Prendre le réflexe de jeter un œil aux étiquettes pour repérer les fameux numéros E. 4. Penser aux modes de conservation naturels ou physiques, comme la congélation par exemple. 5. Diversifier son alimentation pour ne pas être toujours exposé aux mêmes substances. Et enfin 6. Comme on l'a vu, limiter spécifiquement la charcuterie et les viandes transformées.
Et pour être très précis sur la charcuterie, l'Organisation mondiale de la santé nous donne même un chiffre. Moins de 50 grammes par jour. Pour se faire une idée, ça représente à peu près 2 tranches de jambon. C'est la recommandation officielle pour réduire significativement le risque de cancer colorectal. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul face à une liste d'ingrédients interminable. La technologie peut donner un vrai coup de main. Des applications comme Yuka, la plus connue, ou encore Open Food Facts, qui est une base de données collaborative incroyable, permettent de scanner un produit en magasin et de savoir immédiatement s'il contient des additifs controversés. Voilà, on arrive au bout de cette exploration. Le but, ce n'est surtout pas de diaboliser ou de créer de l'angoisse, mais simplement de donner des clés pour comprendre et choisir en connaissance de cause. Alors, la question finale reste ouverte. La prochaine fois qu'on se retrouvera dans un supermarché, est-ce que notre regard sur les étiquettes aura un peu changé ? C'est à méditer. Merci d'avoir suivi.